On va continuer la présentation avec le docteur Abdoulaye Chemin, le docteur Alice Natal du Centre hospitalier de Mayotte, pour présenter la spécificité de la pathologie pédiatrique à Mayotte. Bonjour tout le monde. Donc nous, on nous a demandé de parler des spécificités de l'infection pédiatrique à Mayotte. Bon, il y a tellement que ce serait compliqué de tout relater, donc on a mis spécificité au singulier, puis on a choisi un sujet. Sinon, on pourrait à chaque fois, on pourrait en trouver, parce que c'est un tiroir qui pourrait nous faire sortir beaucoup de choses. Donc, voilà, je vous fais grâce du contexte que vous connaissez tous, étant maoré d'origine ou d'adoption ou de passage. Je vais juste parler directement, je vais passer à un cas clinique d'un nourrisson de 9 semaines à terme avec un allaitement maternel exclusif qui, au bout de 3 jours, arrive pour fièvre, avec une auscultation claire en état général et un panel respiratoire qui montre un prélèvement positif, des hémocultures en cours, une CRP très élevée, pas de PCT réalisé, avec un radio pulmonaire qui montre un foyer en base de rate, mais sous antibiotiques. Il s'aggrave. En 24 heures, on est en 24 heures d'hospitalisation et sous traitement, il s'aggrave avec l'apparition de signes respiratoires nécessitant bientôt des compensations de suppléance vasculaire, suppléance respiratoire. Et la radio nous montre une image je crois que ça n'apparaîtra pas. On devine une image d'aspect caverneuse qui apparaît. Vous avez la radio comparative 24 heures avant, c'était ça. Et d'imagerie qui confirme cette accédation qui est survenue rapidement. Nous, on va diagnostiquer au final une pleuropneumopathie à staphylocoque METIS. Et l'antibiotique va être adapté avec une bithérapie visant les staph. Il est transféré en réanimation, la prise en charge est faite et la confirmation des prélèvements centraux sur la microbiologie, sur un staph METIS. Et l'évolution se fait très bien, sur une bithérapie au total de 6 semaines. Alors, on avait fait un petit travail sur l'épidémiologie aux urgences de la fièvre chez le nourrisson, fait par que vous connaissez, notre cher collègue Soumeya, qui a montré la particularité, effectivement, puisque c'était la fièvre étudiant, bien sûr la prédominance des viroses, mais surtout la particularité de la présence du staphylocoque à 61% dans les infections invasives du nourrisson de moins de 3 mois. Ça n'est pas décrit dans la littérature de manière habituelle. Alors quand on détaille un peu les cas, on va voir qu'il est essentiellement METIS. Donc on a un cas où il y a une sécrétion, il y a une présence d'hygiène de résistance à la méticilline. Et quand on analyse, on recherche la toxine assez connue pour les cliniciens de Mayotte, la leucocidine, on voit bien qu'elle est présente dans une bonne partie des situations. Donc, finalement, on caractérise cette présence du staphylocoque METIS et sécrétaire de PVL, la leucocidine de Panton-Valentine, comme étant une des caractéristiques des infections du nourrisson et à évoquer pour les traitements probabilistes de la fièvre du moins de 3 mois.
Alors, le protocole qui est proposé aux urgences à la suite de ça, qui répond un peu aux données de la littérature, qui consiste à avoir un traitement anti-probabiliste par une bêta-lactamine associée à un aminoside pour couvrir, comme vous le savez, sur les infections du nourrisson de moins de 2 ans, les coccidioïdes en plus. On va rajouter la particularité de penser au staph doré et d'avoir une vue là-dessus si on a un point d'appel pouvant suspecter une infection en staph, notamment pulmonaire ou cutanée. Je reviendrai peut-être faire le lien avec la question tout à l'heure des impétueux. Ensuite, je vais vous parler rapidement aussi d'un cas d'une jeune fille de 14 ans, sans antécédent particulier, qui est en bonne santé, qui joue au basket et qui fait une chute pendant son sport et apparaît un hématome et une batterie. Il va consulter au bout d'une petite semaine pour fièvre et sepsis sévère avec assez vite des symptômes évoquant une méningite dont les caractéristiques, vous voyez assez vite, CRP à 400, une culture est en cours. La fonction lombaire confirme la méningite, mais non seulement la méningite, mais on fait une EPL. Derrière, on commence à avoir un doute sur une localisation au niveau de la fosse postérieure, bien qu'il n'y ait pas de complications de type HPLC. Et donc, elle est prise en charge avec une antibiothérapie probabiliste de méningite bien sûr à pénétration ménagée. On vise le staphylocoque du fait du contexte de traumatisme du trauma dans les jours précédents. L'espace visant sécrétaire de LPV, donc avec du céphaloxime, gentamicine et l'inézoline. Et l'évolution va montrer de multiples lésions cortico-sous-corticales avec un réalignement. Au niveau périphérique, on a une myosite au niveau de la région glutéale, une infiltration des parties molles. On retrouve des connexions multiples. Finalement, le TT fait à J8 va montrer une végétation d'environ 1 cm, probablement accolée. Donc là, on est dans une infection disséminée à SAMS LPD avec atteintes multiples, multiviscérales, y compris centrales, et musculo-cutanée, notamment endocardique. Donc là, il va y avoir une thérapie dirigée et plus rapprochée à un centre de prise en charge spécialisé. Finalement, il va bien évoluer dans les détails. Les deux situations un peu particulières que je vous ai évoquées, un pour la caractéristique épidémiologique, la deuxième sur ces notions de trauma, souvent qu'on retrouve à l'interrogatoire d'ailleurs, c'est un peu difficile de faire la part entre le sepsis ou la myosite qui va provoquer une chute sur douleur, ou bien la chute avec la contusion musculaire qu'on connaît beaucoup, la fameuse myosite tropicale, qui est à l'origine des infections en chute disséminée. Donc un petit rappel sur les staphylocoques que vous connaissez, germe ubiquitaire qui appartient à la flore commensale qui colonise très vite la peau et les muqueuses, avec une particularité, le staph qui sécrète le coagulage, donc capable de progresser rapidement, d'éliser le coagulum, donc le staph doré, et toute la série et ses homonymes, les autres considérés en général appelés staph blanc ou staph coagulagène. C'est des anaérobies avec sans forcément un pathogène obligatoire, mais on peut avoir une pathogénicité liée au staph coagulagène. Le staph doré, lui, je viens de vous le dire, est connu du fait de cette colonisation que les microbiologistes connaissent bien, cette coloration dorée.
a un portage plutôt au niveau de muqueuse, avec un taux de portage plus important chez les enfants que les adultes. Alors, au niveau de son bagage antigénique, je ne vais pas citer ici, on retient essentiellement chez nous la leucocidine, le fameux LPV, qui va être responsable d'infections cutanées, primitives au niveau des tissus mous, de la peau, des pneumopathies nécrosantes, des staphylococcus pleuropulmonaires. Ça a déjà été confirmé par une étude multicentrique récemment, il y a quelques années, on a bien abondé la série par le CNR de Lyon. Les infections osteoarticulaires et les infections systémiques disséminées, comme je viens de vous le citer. Les autres toxines, vous le connaissez, le TSSP1, qui était historiquement responsable des chocs menstruels sur un épisode malheureux des tampons colonisés, donc qui a gardé un peu cette caractéristique. Les entérotoxines sont responsables des toxo-infections collectives et des exfoliatines, etc. Donc on a parlé de CRIT il y a bientôt un siècle. Ainsi, parce qu'il est composé de deux protéines qui sont codées par deux gènes, qui sont responsables de mise à leucocytes, notamment au niveau de neutrophile et de macrophage, et souvent sa biologie, on retrouve souvent effectivement une leucopénie. Il est associé à une réaction inflammatoire et cette nécrose. Alors, l'équipe de Lyon nous disait bien que c'est un pathogène obligatoire, c'est-à-dire quand il est présent, il est souvent responsable de la pathogénie, de la symptomatologie décrite par les patients. Mais bien que ce n'est pas un super-antigène. Les super-antigènes ont cette particularité d'avoir une symptomatologie beaucoup plus brillante que ne le sous-entend l'infection. Une infection, pour donner une idée, une infection qui va déclencher un système immunitaire compétent, va activer, on va dire 0,1, en tout cas moins de 1% des lymphocytes pour répondre à l'infection. Et donc les lymphocytes sont activés, déclenchent les cytokines que vous connaissez, IL6, etc. Eh bien, un super-antigène va aller jusqu'à 30% d'activation, d'où souvent les tableaux plus brillants, par exemple, que peut faire un TSS1 sur juste un Palari ou une balanite. Alors, bien que l'activité est très très brillante, la symptomatologie du LPV, on ne le considère pas comme un super-antigène. Alors, on connaît un peu quand même, depuis un petit moment, on a décrit un petit peu rapidement, en 2004, après que l'équipe de Lyon, les vigilés, ont décrit cette symptomatologie de pneumopathie nécrosante à LPV avec cette forte mortalité, on a retrouvé chez nous ici, on a un peu cette symptomatologie-là, avec la différence qu'on n'a pas cette mortalité de clic, mais plutôt une morbidité plus basse. Ensuite, plusieurs études de rétrospectives, je dirais en fait des études observationnelles chez nous, ont montré un peu quand même cette présence de LPV je parlerai sous le contrôle de la microbiologie, celui collé, dans des proportions très très élevées des infections en stade. Des dernières publiées sur les consultations d'après ont montré toujours la présence du LPV jusqu'à 100% des prélèvements sur les infections bénignes, alors qu'on a la chance, heureusement, par une grande circulation de clones nucléaires. J'espère qu'ils ne vont pas se rencontrer. Donc, il y a une étude rétrospective faite il y a quelques années aussi dans le service pour décrire justement si on arrivait à retrouver des tableaux caractéristiques sur des tableaux cliniques sur ces infections LPV et de comparer à la littérature éventuellement.
Alors, on a eu 44 cas sur les 47 demandes de LPD, dont 90% étaient sur des demandes de staff et de recherche de LPD dans les infections à staff. 90% étaient positifs. Et sur les 4 qui étaient négatifs, on a donc 2 cas de SAMR, TSST1+, dont un TSST1+, et l'autre c'est une article simple déjeuner. Alors, quand on regarde les 44 cas de positifs à LPD, 82 sont les TS et 17%, c'est ce que je parlais tout à l'heure de la rencontre entre les deux, sont SAMR positifs. L'âge médian est présent, 33 mois, avec un sexe ratio plutôt en défavorisation, c'est un peu de négation. Une prédominance pendant la saison des pluies, sans forcément identifier des cas particuliers. Nous avons 12 cas d'infection choropulmonaire, 5 cas d'infection articulaire, 7 d'infection cutanée et de tracémie, et 5 cas d'infection disséminée. 2 minutes. Bon. Pour moi, il y a 16 cas, comme je parlais après, je vais terminer ça après. 16 cas, on a un cas de SAMR LPD+, et malheureusement, 3 décès dans cette série. Et quand on compare à la littérature, on ne retrouve pas un peu ces situations-là, puisqu'on a des situations beaucoup plus âgées et pas forcément associées aux infections suivantes. Donc là, on a décrit rapidement un peu les situations, mais juste pour dire qu'on voit que les infections disséminées sont beaucoup plus sévères, qui sont beaucoup plus âgées, et qu'on a plutôt les infections pulmonaires chez les nourrissons, et les infections articulaires plutôt chez l'enfant plus grand, âgé de 7 ans. Il veut les nourrissons notamment pour le drainage des collections vont assister des soins intensifs, et les infections disséminées, c'est le schéma que je vous ai décrit sur le cas. Sur ce tableau-là, sous la réserve de données rétrospectives, on voit bien l'usage préalable de l'INS dans ces situations-là. Nous n'avons pas forcément utilisé des traitements particuliers, à part les immunoglobulines, mais bien que ça peut être confirmé, très souvent quand le tableau est brillant, on met un traitement immunomodulateur. Et on a un cas de hospitalisation sur les infections osseo-articulaires. Les séquelles et les décès sont surtout associés aux 2 formes, notamment chez les nourrissons ou dans les infections sévères. Donc, pour aller vite, sur les 2 cas, donc là, on est rentré un peu dans les détails. C'est juste pour dire que c'est plus de formes pyogènes que les pneumopathie nécrosantes décrites dans la littérature dans les infections pulmonaires, contrairement à ce qu'on retrouve. Dans les infections articulaires, les tableaux sont plutôt, on va dire, bien connus des orthopédistes. Il n'y a aucune complication, sauf en général des erreurs d'administration, mauvaise observance du traitement, mauvais suivi. Et pour les infections cutanées, je fais le lien avec ce qui a été dit là tout à l'heure. La plupart des impétigos, des prélèvements, des infections cutanées retrouvées à Mayotte, tu me diras, on a souvent le staff qui prend les pas. Juste pour faire la parenthèse au lien, on a traité des GMA streptocoxiques, par exemple. Donc on ne sait pas pourquoi on a plus de streptocoxiques que des GMA, par exemple.
Et pour aller vite, sur les infections cutanées, on voit bien que c'est en rapport avec un retard de prise en charge, ces enfants qui arrivent longtemps après l'évolution des traitements incomplets ou inadaptés. Donc, on voit aussi la pénélie qui arrive après et qui vont faire essentiellement des infections disséminées. Mais j'ai donné l'exemple que je vous ai donné d'un jeune bien compétent qui était à Mayotte, qui n'avait pas de particularité. Donc, au total, un phénomène important, autant que le copénie, malgré ce que je vous ai dit. Les traitements antistaphylocoxiques, anticoxygéniques sont donnés d'emblée, où on va ajouter après l'identification du gène. L'antibiotique a été rejeté au terre, c'est-à-dire adapté ou antagoniste. Certains nombre de cas, et on voit très bien qu'on a assez vite, donc on s'arrête assez vite des immunoglobulines, et on a jusqu'à cette localisation de l'équipe, et dans la littérature. Vous verrez en regard les informations qui démontrent qu'on a cette particularité chez nous. Et donc, en conclusion, le stress malheureux est essentiellement responsable d'infection du fait de son postage quasi permanent du LPV. Il touche le sujet sain et qui a quand même une certaine morbimortalité malgré que le cerveau connaisse bien et qui anticipe son infection. Les infections disséminées sont de crise, et très souvent, c'est une cause confirmante, il faut aller très très vite. La radio pulmonaire, elle peut bouger en 6 heures. Là, vous avez 24 heures d'intervalle, mais elle peut bouger en 6 heures. Et qu'on n'a pas un peu la forme toxique, mais plutôt la forme piégée par rapport à ce qui a été décrit à l'hexagone. Merci, c'est très bravo. C'est très impressionnant comme épidémiologie de voir ces chiffres-là. Peut-être avant de poser de faire la parole à Rachel, juste une petite question sur. Donc, on part du principe que quasiment 100% des infections staphylocoxiques sont avec la leucocidine présente. C'est un peu ça le message de l'épidémiologie ou... Alors, l'épidémiologie, il pense. Il y a 1% d'espace à peu près qui ont partagé dans la population communautaire, qui sont partagés par Pantagaratam, qui correspond à ce qui a été publié à Madagascar et ailleurs, un partage. On a des allocataires, un biologiste qui va faire une communication, on arrive à 70%. Par contre, quand vous êtes dans les... ça a été publié, dans les accès, quand c'est un espace, c'est 100%. C'est un petit qui correspond au niveau, après au niveau de la pleuropathie, au niveau de la pleuropathie, à chaque fois qu'on l'a cherché, on l'a trouvé quand c'est un face. Donc on a encore des pleuropathies à pneumocoque qui viennent. Au point qu'effectivement, on ne les cherche pas toujours. L'intérêt de faire la PCR LPV, on gagne 24-48 heures par rapport à l'antibiogramme, mais des fois, par le la routine, on ne fait pratiquement plus. J'ai une petite question sur la consommation des AIMS. On a cru comprendre sur la présentation, c'est vrai, on a pu articuler que l'accès aux antibiotiques, en tout cas l'utilisation des antibiotiques, n'était pas forcément massive, mais dans la population générale, à Mayotte, il y a une forte utilisation des AIMS en automédication. Pourquoi ce sujet des AIMS est compliqué?
mais je crois que c'est une tradition française. Quand on demande à d'autres médecins de pays, ils ne décrivent pas cette prédisposition, prédisposition aux AIMS, prédisposition à des infections sévères, notamment cellulite et autres. Donc, on va dire on a cherché dans l'interrogatoire de manière rétrospective, on a retrouvé, mais on voit bien que c'est souvent des infections traînantes. C'est surtout au niveau des ISM. C'est parce qu'on peut consulter plusieurs fois, mais on n'a pas une usage de notre médication de l'AIMS de manière massive. Des questions? Merci beaucoup. On passe à la présentation suivante. Avec le docteur, non, vous êtes deux ou? Le docteur Benoît Catin. Il n'est pas là. Ça va être d'autres slides pour, on va dire, lancer le débat. En fait, moi, je me proposais un peu la question sur ces nouvelles techniques. On avait apparaître déjà certains microbiologistes me disaient appeler des techniques de détection auprès des traitements anti-infectieux, c'est-à-dire invasifs. Quand certains orthopédistes nous avaient dit, notamment Frédéric, de la peste de l'urine dans les musiques quand ça va arriver. Effectivement, on voit une tendance une augmentation de la sensibilité des détecteurs qui sont des examens, sans trouver forcément dans la littérature des données qui accompagnent leur bon usage. Voilà. Quand on a beaucoup de mélanges, on a dit rien, on est en train de l'équipe dans une journée, ou plus que d'habitude, si je peux dire, deuxième cause de mortalité chez les enfants de 5 ans, ça vous connaissez, les infections respiratoires, et environ 5 millions de décès au monde. En France, on a les épidémies, c'est-à-dire les infections gastro-entériques, en général, plus de 21 millions chaque hiver, 1,4 à 4 millions de concentrations en médecine générale et 44% des patients en urgence pour cette symptomatologie vont concerner des enfants de moins de 5 ans. Avec la prédominance des norovirus, norovirus chez l'adulte et rotavirus chez l'enfant. Les données sont intemporelles, c'est des données saisonnières qui sont valables chaque année. En Europe, on a peut-être d'autres antiques au début du deuxième semestre, les épidémies gastro-entériques, essentiellement virales, et en sachant entre la première et la troisième cause d'admission, essentielle, tout patient confondu, s'agit de compter la maternité. Les données internes, bien sûr, sauf que 2020, vous savez, c'est une année particulière. Ça concerne uniquement le service de pédiatrie et pas les données générales d'établissement. Les diagnostics proposés au niveau des éthologies, l'équipe diagnostique habituelle est la colpoculture, la macroscopie, la détection d'antigènes, n'ont pas montré vraiment des éthologies sur le plan, je dirais, mondial, d'éthologie approfondie, du fait de l'imitation de ces techniques. Et très souvent, les études portent sur un cas ou deux pathogènes. Et donc, en parlant des patients multiples, on va détecter des antigènes avec une spécificité, une sensibilité très très élevée, vous le connaissez, ça approche les 99% carrément, ou pour tout. Ça va diminuer le rendu des examens. En plus d'améliorer la détection des agents habituels, ça va permettre la détection des agents, des nouveaux agents. La littérature abonde énormément
effectivement de l'arrivée, de la prévalence, en termes de gains, en termes de prévalence, etc. Malheureusement, très difficile, plutôt que de vous apporter je dirais des réponses, je vous apporte plus de questions et je suis vraiment à votre disposition à me dire si vous avez des points ou vous avez une idée sur comment avancer au niveau, comment utiliser le PCR multiplex. Avec le risque de surconsommation, puisqu'on détecte énormément avec ces PCR multiples, sur le faut-il traiter systématiquement tous les pathogènes identifiés. Les pathogènes identifiés sont-ils forcément responsables de la pathologie en cours? Cas de co-infection, le rapport pour efficacité semble plus en faveur, peu d'études, mais plutôt en faveur de ça. Et surtout, CHM, on obtient, je n'ai pas vraiment remettre encore de données internes sur l'approbation des responsables, mais il a parlé seulement qu'effectivement, une prescription notamment d'azithromycine augmentant avec cette systématisation particulièrement justifiée de prélèvements en multiplex ou dans les diverses consultations de structures du CHM, les symptomatologie digestive ou respiratoire, il y a des prélèvements multiplex, etc. Donc, aujourd'hui, l'indicateur qu'on a à disposition avec un seuil de 30, le CT, c'est pas le nombre de cycles pour détecter positiver. Donc, plus il y a, on va dire, des germes, et plus tôt on va les détecter par l'amplification, et donc le CT sera plus bas. Et donc, ce détail semble être un élément discriminant. Et ensuite, la nature des germes doit être un élément important, intéressant à discuter pour ne pas systématiquement mettre des traitements antibiotiques. Bien sûr, un salmonella typhi versus un non-typhi, Giardia contre le bactère. La Escherichia coli n'est pas systématiquement à traiter, à part certains. Après 14 ans, plus de 20 ans d'activité, on ne rappelle pas aujourd'hui à O157, de nombreux microbiologistes, qui est responsable du phénomène moléculaire ironique, qui doit être intéressant. Bien sûr, les fibres sont pas traitées. Donc, je dirais que les résultats importants attirent l'attention sur comment nous positionner, comment les cliniciens doivent se positionner, que pensent on va dire nos amis, ceux qui ont plus d'expérience sur ces PCR multiplexes qui sont vraiment du mode, mais incite à la surconsommation. Et notamment aussi incite les jeunes cliniciens à beaucoup les demander excessivement. Voilà. C'est bon. Merci pour cette présentation. Alors, je pense qu'on va parler de garder chez l'enfant, à peu près de rêve. Uniquement, la période d'épidémie après la saison de pluie, il y a eu le vaccin, l'arrivée du vaccin frappé. Parce que la plupart des cas de décès chez l'enfant, qui sont la déshydratation grave, et qu'on arrive à l'état rendu déshydratation presque 10%, 15% peut-être, ça va surtout causé par le rotavirus. Après le vaccin anti-grippé, on a une réduction de déshydratation sévère par rapport à l'hôpital. Du coup, c'était
l'essentiel, c'est d'éviter de faire l'enfant, surtout la déshydratation. Donc, la première chose de l'enfant, c'est d'hydrater l'enfant avec un sérum d'hydratation orale, avec un perfusion sur la salade. Mais ensuite, parce qu'il y a des sérums typiques, évidemment, quand il s'agit de sérums typiques, c'est le plus petit parce que le thème de l'enfant, c'est vraiment un enfant qui a un enfant de protéines, c'est un enfant qui a un enfant de nerveux, qui a un enfant de compris, et avec un compris aussi, même un enfant a une traite. Donc, je pense qu'en fait, avec c'est pas le résultat qu'on veut aussi. C'est à distance. Donc, les antibiotiques, déjà, la toxine est déjà là-dedans. Donc, la série, le stade de feu, c'est tellement d'antibiotiques. De discussion, et ça ressemble à l'antibiotique, ça va bien arriver. La toxine, avec l'utilisation de cédulose pour terrasser les premiers, ça va bien tout à l'heure, ensuite, c'est de toucher les têtes avec l'insuffisance rénale 2, et c'est cela, parce que c'est ça le problème en fait, quand il s'agit d'affection cellulaire et de évidemment sur le traitement. Mais aussi, c'est très important, c'est vrai effectivement que la PCR vient un peu bouleverser parce qu'on a une détection précoce et c'est une tendance à utiliser un jeune déjà à traiter, sans parler quand ça n'est même pas justifié. Effectivement, la prise en charge symptomatique de la déshydratation, c'est vraiment la pierre angulaire pour le pronostic. La question aussi que j'en ai dit, c'est en termes d'écologie d'antibiothérapie, d'antibiorésistance, je ne sais pas si quelqu'un a des données cette violence, effectivement, la prescription qu'on a vue, vraiment, c'est pas des électromédecines dans les consultations, c'est la symptomatologie digestive, en tout cas. Je crois que c'est vraiment faire le message à Paris. Et on est censé de dire sur l'enfant, sur la réhydratation, c'est ça qui est vraiment responsable. Parce que c'est à terre pour le cerveau électrique. Parce que là, c'est aussi logique. Mais on a jardin, la chida, c'est là l'histoire de vaccins. La question de la vaccination, c'est un peu compliqué, parce que ça va notamment des couvertures, qui peuvent être faites pour les vaccins, comme le rotavirus, et le parasite. La question de la traite, c'est pas bon. Le problème, c'est que le médecin le fait bien comme il faut. Et il n'y a pas encore de recommandations, les recommandations sont pas de recommandations. Pour le rotavirus, chez nous, il y a une épidémie de rotavirus qui, chaque année, qui est une spécialisation, mais cette épidémie, c'est un outil formidable. Ça veut dire que ça nous dit, oui, il faut mettre un traitement antibiotique, non, il ne faut pas en mettre. Et voilà, et réhydrater, c'est évident. Réhydrater,
très souvent, on voit des jeunes, et donc il y a le cycle qui est très très important. C'est-à-dire que le cycle essaye à partir duquel on détecte est capital. Parce que là, on vaccin, et ces jeunes, après, ils restent en portage pendant très longtemps avec des traités très tardifs, et c'est là où il ne faut pas traiter. Pas mettre des traitements antibiotiques. Ouais. Je pense qu'il y a déjà des recommandations. Des recommandations, qui va arriver un peu plus de l'année, le pas beaucoup, et dans la France, on n'a pas d'utilisé. La partie de la France, on l'utilise. La seule question, c'est qu'on n'a jamais mais on va dire que je suis assez vigilant là-dessus. Parce qu'en fait, comprenant, on a beaucoup discuté surtout pendant la période du post-Pascal, de savoir comment l'interpréter. Ça a été beaucoup aussi discuté dans les questions articulaires. Parce que le fait qu'on retourne le côté du sapin pour éventuellement, en tout cas, je ne sais pas si dans la multiplex de l'édition digestive, ça va être de cette étreinte et de mettre les odeurs, c'est un peu dernier qu'on retrouve cette étreinte. C'est déjà très découvert de faire un détecteur. Notamment, le photostable, on gratouille la scène, on gratouille la couche, on fait un petit accumulé végétal de fondre on parle de l'organisation et du côté supérieur à 30. L'important, c'est la qualité du problème, on prend la note, on n'attend pas de scène, on dit que c'est pas bon, on ne veut pas faire le pain. On ne veut pas qu'ils aient fait un prélèvement avec des scènes, on arrive avec un accumulé végétal qui n'est pas typiquement bien fait, qui n'est pas très bien fait. Donc là, dans ce cas-là, quand on va amener dans notre société, l'assurance, c'est pas la attention, donc la personne qui est très utile. Mais si le prélèvement est bien fait, on va faire le prélèvement du codérin, on va avoir des colorants, parce que ça, c'est pas la prendre. Moi, je ne suis pas très ancienne, donc on va préparer pendant la question. Je suis épidémiologiste. Par contre, pour le coup, l'utilisation un peu systématique de la multiplex, pour moi, c'est plus indéniable. Parce qu'on peut repérer très tôt le début de circulation virale, par exemple. Et puis, on peut repérer sur d'autres pathogènes, depuis qu'on peut l'habituel, on peut le remplacer des traces, des choses comme ça. Mais c'est vrai que par contre, d'un point de vue d'épidémiologiste, la multiplex, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne un peu notre surveillance. Oui, effectivement, ça permet aussi d'identifier certaines co-infections. On parlait de diarrhée inversée, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a souvent des co-infections. On a fait des cryptophénomènes, et on s'est aperçu en fait que le cryptophénomène, en tout cas, chacun peut avoir envoyé de l'autre, tout le monde maintenant, ça nécessite pas de traitement thérapeutique, on va voir sur la PCR, ça nécessite un vrai passé. Moi, je pense que la prévention, quand vous avez évoqué sur la surprescription, on va voir avec le patient multiplex respiratoire, qui sont très adoptés par les adventistes et les réanimateurs. Et en fait, quand on est confronté à des pathogènes dont l'invasivité n'est pas toujours extrême, effectivement, on va dépister un peu plein de choses. Et donc, c'est un petit peu aussi un message pour les épidémiologistes, et voir finalement des signaux qui ne correspondent pas toujours à des réalités cliniques à prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque quand même. Finalement, ce qu'on proposait de reconnaître la pathogénie des agents isolés pour dire on a fait un compte, c'est important. Et pas la pathogénicité, ça n'identifie pas un organisme vivant et invasif. Ça identifie un génome dont on ne sait pas si le pathogène est actif ou pas. Donc, c'est vraiment une limitation de technique. Un tout petit problème aussi, c'est souvent que à destination des gens, ça va remonter, les patients arrivent, les enfants arrivent, il y a 100 bilans, 5 lignes de CRP, et c'est pour ça. Des fois, on se demande pourquoi, mais
parce qu'il a poussé un peu, c'est un peu malheureux. J'étais entendu dans la présentation de vous, que l'Europe n'aurait pas être passata, parce que réellement la passata, c'est un élément très important de la démarche diagnostique, ça fait quand on est dans des situations de mobilité. C'est bien. C'est que je n'ai pas apporté, même à 4 ou 5 fois le prix d'une CRP, je suis pas sûr être même un élément diagnostique majeur supplémentaire. Donc, bon, c'est une remarque beaucoup. Non, mais c'est plus une question, est-ce qu'on a des pistes de savoir s'il va, je dirais, ce qu'il fait des recommandations pour guider les cliniciens, parce que c'est quand même la tendance actuelle dans les antibiogrammes, d'orienter les cliniciens pour interpréter les résultats. Est-ce que ça va arriver, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on a fait multiplex D'accord, il n'y a pas de piste. Est-ce que c'est quand même très à la mode Après, les utilisateurs, comme les restaurants américains, ils disent avoir trois masques, et ils disent pas, voilà, il y a ça, on prend le traite, parce qu'on ne se fait pas le traite. Le traite, c'est un traite. Voilà, c'est super important, c'est que pas de traite, c'est un problème, c'est que pour le médecin, de traiter les situations comme l'antipathogène chez un adulte. C'est en fait la situation comme l'antipathogène chez un adulte, avec un petit secteur à crainte, j'ai pas vu quand même. Je ne connais pas beaucoup. Donc là, c'est dans le schéma où on a été radio pour la société intestite, c'est traité. Quand l'épidémie de retourner l'Italie, voilà, c'est pas de l'épidémie, mais on voit le retourner qui va arriver, dans le cas, normalement, ça doit exploser. Quand le cas de retourner son PCR, on ne traite pas, c'est juste les applications. Et quand on peut avoir une population qui vient du Chibal, mélangée avec un retournement, avec d'autres secteurs, des locaux dans le sol, là, il faut traiter la fois le retournement, donc la réhydratation et les châteaubriand qui vont le campillon, parce qu'on va traiter un campillon, parce que les infections négatifs, il faut le traiter quand on a des doses à l'intérieur. Si le campillon, la PCR, ça va des doses à l'intérieur. Il faut des traitements, mais est-ce que ça va révolutionner les symptômes pathologiques? C'est pas traiter le résultat biologique, c'est traiter le malade. En plus, comme on dit, c'est un dialogue complémentaire. Et dans 80% des gens qui ont fait le traitement, c'est très bon, c'est ce qu'on a dit, c'est très bon, mais il faut d'abord un enfant qui a une forme de maltraitance, il n'y a pas de problème. Pour avoir un enfant d'après, par exemple, on va demander ils vont trouver dans ce cas de relation qui est en train de gérer. Et à côté de la relation qui est sidérale, dans le sol, c'est pas la même chose. Quand il va être un truc vivant, ça va être des petits sols, donc c'est surtout de complémentarité, avec la planète, c'est complémentaire. C'est à partir de ce qu'on a avec la planète, on fait des complémentaires, le sidérale, on est prête, on est prête, Merci de votre chemin, parce que ça doit passer, on va faire ce matin et on reprend pour 13h30.